Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines, rubrique Humana. Je suis assez fier aujourd'hui parce qu'une des cofondatrices d'Humana est avec nous. Lauriane, bonjour. Bonjour. Je vais te laisser introduire un petit mot de rappel sur qu'est-ce qu'Humana. On va d'abord présenter rapidement notre invité qui va animer une de ces soirées merveilleuses où les RH se rejoignent dans la bonne humeur, le côté fun et l'enthousiasme. J'ai cité Nicolas. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas, merci de t'être déplacé à vélo, j'ai vu que tu étais courageux. Alors tu ne viens pas de Paris à vélo, mais tu nous viens de Bruxelles à vélo. Ouais, tout à fait, j'y vis depuis 2 ans quasiment. Pour le meilleur, vraiment, coup de cœur pour cette ville. Et surtout, c'est fait pour la famille, parce que j'ai eu des petits jumeaux. Et du coup, Paris, c'était plus possible avec 3 enfants, donc il a fallu changer de dimension. Félicitations. Alors, Merci. Lauriane. Donc Humana, c'est une communauté de personnes qui sont passionnées par l'humain en entreprise, qui est gérée par 2 personnes, donc moi-même, mais aussi Estelle Mantior, qui se rassemblent tous les 2 mois à peu près pour un événement qui est gratuit, qui met en lumière un intervenant sur un thème en particulier. Le concept, c'est d'avoir une première intervention plus théorique et puis de se lancer directement dans des ateliers de co-création, de co-construction de solutions pour que chaque participant puisse repartir chez lui avec des pistes d'action sur le sujet en question et qu'il puisse les mettre en place et en pratique directement dans son entreprise dès le lendemain, s'il en a envie. Tout ça dans une ambiance décontractée, fun, Au Cook and Book. au cook and book avec un petit verre de vin et un resto pour ceux qui veulent après. Alors on précise que tout ça en plus c'est gratuit, sauf bien entendu les consommations personnelles au Cook and Book et le petit resto après. C'est ça. On a un super chouette partenaire qui nous sponsorise et qui offre du coup l'apéro. Et c'est une société qui s'appelle SBEP et qui vous aide à optimiser vos coûts employeurs en allant vous optimiser toutes les primes possibles et imaginables pour pouvoir récupérer des sous. Et pour ceux qui nous suivaient il y a très longtemps, en 2013, on faisait les soirées HR Meetup, ça s'appelait HR Meetup à l'époque. Et donc ces personnes qui nous rejoignaient de façon aléatoire en fonction des soirées, on les invite à se réabonner à la page Humana sur LinkedIn, à nous suivre. Vous nous manquez les amis, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors Nicolas, j'ai une question classique chez HR Meetup, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Et puis surtout, la clé de la question, c'est es-tu enfin aligné avec ce rêve? Waouh. Alors, c'est une bonne question. Mon rêve d'adolescent, c'était à la base d'être prof de maths, parce que je suis quelqu'un de très structuré, très carré, j'aime bien les choses très pragmatiques. J'ai vite compris qu'en fait, c'était pas très bien payé, prof de maths. Du coup, j'ai voulu aller à l'étape du dessus, être trader, beaucoup au-dessus. Trader, il y a beaucoup de mathématiques aussi. C'est là qu'il est devenu multimilliardaire en fait. Si c'est pour avoir plein d'argent, mais 0 temps pour le dépenser, c'est pas la vie qui me fait rêver non plus. J'ai continué l'école de la vie à savoir apprendre à apprendre et j'ai été consultant toute ma vie professionnelle. Parce que consultant, on doit toujours avoir un coup d'avance sur le marché pour être employable par les clients. Et c'est ça que j'adore, je déteste faire 2 fois la même chose. Alors ça veut dire que tu as commencé ta carrière en tant que consultant, mais dans un secteur spécifique. Tu as choisi une voie particulière? Oui, j'ai été très geek quand j'étais jeune, beaucoup moins maintenant. Du coup, j'ai fait des études en tant qu'ingénieur informatique. J'ai commencé en tant que consultant très tech au démarrage, mais très vite, rester 8 heures assis devant un poste à faire des schémas compliqués d'informatique, c'était pas fait pour moi. Au bout de quelques années, j'ai saisi une tendance qui commençait à émerger à ce moment-là, qui était la tendance de l'agilité et du produit. Alors, c'était vraiment émergent, on parle d'il y a 10 ans, en 2014. Ça date même un peu d'avant, l'agilité. Alors, ça date d'avant, mais ça a commencé à se populariser, effectivement, dans ces eaux-là en France. Enfin, tout doucement, parce qu'au début, j'étais quand même un ovni. Je me souviens de rendez-vous clients où on m'expliquait par A plus B que j'étais mignon avec mes concepts agiles et mes post-it, mais que le client faisait lui des vrais projets et que c'était un gros cycle en V et que ça allait pas changer. C'est là où tu lâches le mot Kanban et les gens ils te regardent avec des yeux bizarres. De quoi ils parlent? On était un peu des ovnis à l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces concepts que j'ai appris il y a 10 ans, je viens de les transposer aujourd'hui dans l'écosystème RH, qui est un monde que je suis convaincu qui doit se réinventer, se repenser, pour avoir beaucoup plus d'impact au quotidien dans les entreprises. Alors, je vais corroborer totalement ce que tu racontes, parce que l'une des problématiques aussi, c'est parfois de faire comprendre aux gens que, vous savez, l'agilité, ça marche bien pour le département IT, mais ça pourrait marcher bien dans tous les départements. Je suis convaincu que c'est une philosophie, et typiquement, même mes enfants, je les éduque suivant cette approche, les principes derrière cette approche. C'est le deuxième que j'entends me dire ça. Le premier qui m'a dit ça, c'est Jean-Christophe Conticello, le patron de Ouais, Womenity. je le connais. Mon associé est un ancien de Womenity. Eh bien, écoute, il a prononcé les mêmes choses que toi à mon micro. Ok. Alors, on va passer maintenant à notre soirée, le sujet de ta visite aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Lauriane.
Oui, donc l'idée là, c'est d'introduire en tout cas le sujet du jour, qui sera donc l'intelligence artificielle au travail. Pour les RH, oui, et puis de façon générale, pour ceux qui sont passionnés de l'humain dans la communauté, puisqu'on n'a pas que des RH dans la communauté, on a aussi beaucoup de managers, mais qui, je pense, dans la façon dont ils gèrent leur quotidien, pourraient tout à fait introduire de l'intelligence artificielle au quotidien, puisque c'est bientôt indispensable. La première question, c'est, selon toi, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est si importante aujourd'hui dans les entreprises ? Ouais, ok. L'intelligence artificielle, je le vois vraiment comme un Big Bang, de la même façon que l'a été Internet il y a 30 ans à peu près, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va transformer la façon dont notre quotidien en fait, que ce soit pro ou perso, ma conviction, hein. La façon de fonctionner. La façon d'opérer, ouais, c'est ça. Et ça va le bouleverser. Et aujourd'hui, on en est vraiment au tout début. Si on revoit les pages Internet d'il y a 30 ans, ça fait peur, hein. Ça C'est fait sûr. peur et même Google, c'était pas très beau à l'époque, hein. Mais en tout cas, on est face à un Big Bang et on est au tout début de ce Big Bang. Alors aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais on parle surtout d'intelligence artificielle générative qui se matérialise par les outils comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Mhm. C'est vraiment cela dont on parle aujourd'hui, mais il y a tout un tas d'autres pans d'intelligence artificielle qui vont aussi émerger prochainement. Mais ça, il faut laisser le temps au temps. C'est sur des cycles beaucoup plus longs. On l'a vu avec Internet, hein. Il y a eu plusieurs vagues. On parle de Web 3, et il y a eu le Web 1, après le Web 2 avec toute la dynamique de réseaux sociaux. Et maintenant, on passe au Web 3 avec des réseaux beaucoup plus décentralisés, avec la blockchain notamment. Il va se passer les mêmes types de cycles dans l'intelligence artificielle. Mais vraiment garder en tête que là, c'est le tout début, quoi. Et on se rappelle aussi que l'ère de l'Internet, du Web 2 aussi, laissait les gens un peu pantois avec des remarques parfois, ceux qui n'aiment pas le changement et qui font tous leurs commentaires et ceux qui l'accueillent avec joie. Moi, cette fois-ci, je suis un peu plus nuancé parce que pour l'IA, je trouve que ce qui manquait, c'était un débat sur la déontologie et l'éthique avant de la lancer en public. Je ne dis pas que je suis contre, je ne veux pas l'utiliser, c'est une nuance importante. Mais voilà, c'est le débat qui me manquait, je trouve. J'aurais voulu un peu de garde-fou dès le départ. Ah oui, ça c'est l'approche très américaine, capitaliste, et on y va et on se pose des questions après. Enfin, en Europe, c'est très différent. Il y a un acte, l'IA Act, qui est passé là très récemment, qui vient réguler, lancer une première pierre en fait, pour réguler tout ça. Enfin, je sais que ça s'est décrié aussi, on voit aussi la différence. Les Européens sont là pour réguler, alors que les Américains sont là pour innover. Bon, Mais ce ne sera pas le débat de la soirée, je vous Non. rassure. Je vais laisser Non. ma collègue continuer sur ces questions et sa lancée de la présentation de la soirée. On voit déjà ceux qui avancent à vitesse grand V, qui l'utilisent en fait tout le temps pour tout. Il y en a qui l'utilisent un peu comme moi de temps en temps. Tout d'un coup, on se souvient qu'en fait, ce travail serait tellement plus rapide et tellement plus simple si en fait on allait juste sur ChatGPT poser la question. J'ai encore fait ça tout à l'heure et je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé au tout début ? Vraiment, ça facilite les choses. À condition de faire un bon prompt. À condition de faire un bon prompt, on y reviendra aussi. Et à condition aussi de connaître les limites de l'outil, parce qu'il n'y a rien à faire, ChatGPT, ça a aussi ses limites. Et je dirais même qu'avant la limite, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'outil, comment il fonctionne. Parce Ouais. que sinon, on ne comprend pas ses limites très bien. Exactement. Et puis alors, il y en a qui sont très réfractaires. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc ? Le Ça changement, sort. ça fait peur. Exactement. Et qui du coup sont directement dans le oui, mais on ne contrôle pas et on ne sait pas comment on fait. Et c'est un côté, ça fait un peu peur parce qu'en fait, c'est énorme. C'est quelque chose de très abstrait qu'on ne peut pas toucher. Il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Par rapport à ça, je ne sais pas si toi, tu as en tête des grands défis de par ton expérience où tu te dis, mais oui, là, l'intelligence artificielle a vraiment un rôle à jouer pour faciliter les choses dans les entreprises. Quels sont selon toi les 3 à 5 grands défis que l'intelligence artificielle peut aider à résoudre dans le monde du travail ? ok. Pour moi, on n'en sait rien. Ok. Je lisais encore la semaine dernière un rapport de McKinsey qui disait que le nombre d'heures de travail allait être divisé par 2 d'ici 2035. Donc ça veut dire la semaine de 2 jours et demi. Trop bien. Mais on lit la semaine de 3 jours par KPMG. Enfin, chacun y va de son de cloche. En vrai, on est tellement au démarrage de quelque chose dont on n'arrive même pas à dessiner les contours. C'est aussi pour ça que ça fait peur. Mhm. C'est cet inconnu en fait. On lâche prise. En tout cas, l'IA, c'est le même genre de vague que le web l'a été il y a 25-30 ans. Donc c'est quelque chose qui va nous bouleverser, nous toucher. Dans quelle mesure, honnêtement, impossible à dire. Mais on sait que ça va être un Big Bang. Honnêtement, moi je pense qu'il y aura tout un tas de métiers qui vont disparaître, mais l'État va être obligé d'intervenir. On ne pourra pas licencier, je prends au hasard une grande banque, la BNP, on ne pourra pas licencier 60% des effectifs parce qu'on se rend compte qu'on peut se passer de 60 000 personnes, par exemple. Ça créera aussi certainement plein d'emplois qui Et n'existent absolument d'opportunités. pas. Enfin, ils le disent aussi, là j'ai pas les chiffres en tête, mais ils le disent aussi qu'il y a quand même énormément d'emplois qui n'existent toujours pas pour l'instant, mais qui vont... Le métier de prompteur. Voilà, de prompt master, c'est exactement ça que j'avais en tête, qui à un moment donné va certainement se développer aussi. Voilà, c'est Oui. sûr. En tout cas, voilà, ça va créer aussi des opportunités. Oui, quoi. j'avais lu aussi une fois qu'il y avait, c'était l'année dernière, mais que 75% des compétences dont on aura besoin en 2030, on les a pas aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Ça va évoluer, et c'est normal, C'est fou, et hein. il faut s'y faire. Quand on a inventé des nouvelles choses, il y a des nouveaux métiers qui ont été créés à chaque fois. Alors ça a toujours été effectivement, sauf que c'était sur des cycles beaucoup plus longs avant, et que là on se retrouve sur des cycles de plus en plus compressés, de Mhm. plus en plus courts,
Et c'est vrai que ça peut être assez anxiogène et stressant au quotidien. Ouais. On a l'impression d'être jamais à la page, de devoir toujours faire plus, Ouais. d'avoir toujours un train de retard. Pour revenir à la question sur les défis, est-ce que tu as peut-être quelques sujets sur lesquels, en tout cas, l'intelligence artificielle peut vraiment aider au quotidien les entreprises? Oui, tout ce qui est tâches basiques, chronophages, toutes les tâches qui sont répétées plusieurs fois par jour sont des tâches qui peuvent être soit automatisées, soit déléguées à l'intelligence artificielle. Des choses bêtes et méchantes comme écrire un mail ou écrire des idées d'un mail. Réécris-le-moi dans un ton un peu plus formel, avec 3 paragraphes, et corrige-moi toutes les fautes d'orthographe. Aujourd'hui, ça c'est des cas d'usage très bêtes et méchants, mais C'est pas la norme. ça reste partout, des cas hein. d'usage, ça reste une façon de prendre en main l'outil. Après, il y a plein de cas d'usage imaginables. Je sais que moi, le moment où je l'utilisais au tout début, parce que j'en avais marre de lire Petit ours brun tous les soirs à ma fille, j'ai dit ok, écris-moi une histoire sur 5 paragraphes, parce que je veux pas non plus y passer la soirée, où ma fille est l'héroïne de l'histoire, etc. Et ça me créait des histoires comme ça. C'est une super idée. Et c'est sympa. Et maintenant, je peux même lui demander de me faire des images pour illustrer l'histoire. Parfait. On a un partenaire qui a écrit beaucoup de livres, une dizaine. Et il a fait l'exercice d'écrire un livre avec l'IA. Il l'a écrit en 4 heures. Mais ça lui a gâché tout le plaisir de l'écriture, de Bah la oui, réflexion. Il j'imagine. a juste fait sa trame, et il l'a écrit en 4 heures. Il disait, c'est cool, mais je le referai pas. Toute l'expérience d'écriture, de relire, de revoir, d'extraire l'essence du message que je veux véhiculer, et je l'ai perdu là. Il y a un autre phénomène aussi, c'est les gens qui utilisent l'IA beaucoup. À un moment donné, tu finis par reconnaître leurs posts sur les réseaux sociaux. Plongez dans l'aventure fantastique. Mais- Émerveillez-vous. Enfin, tu vois, les exagérations qu'un humain ne ferait peut-être pas systématiquement, que tu retrouves dans tous les posts. Plongez, plongez, plongez. Ça, c'est ChatGPT. Dans les lettres de motivation aussi, on le voit très fort. Les gens ne le croient pas, mais si, ça se voit. À fond. Quand c'est écrit par ChatGPT. Et parfois même, on a le cadre encore du copier-coller. Même la lettre, en termes de mise en page, c'est une catastrophe. Enfin, à ce moment-là, tu te dis, mais ne fais pas de lettre de motivation. Enfin, Ouais, ça c'est des sert à mauvais rien. prompteurs en l'occurrence. Ils ont besoin d'un ou deux Mais pots, ouais. oui, ou alors tu changes quelques mots, enfin j'en sais rien, mais là c'est pas ok quoi. Est-ce que tu as peut-être une de tes réalisations grâce à l'IA à nous partager, un projet dont tu es fier? Oui, on a fait un cas d'usage assez intéressant pour un groupe de la défense et de l'aéronautique en France qui est composé de 90 000 collaborateurs. Et en fait, eux, ils se rendent compte que à cette taille-là d'entreprise, il y a besoin d'avoir tout un tas de mobilité interne au niveau des collaborateurs pour proposer des parcours d'évolution engageants et motivants. Ils se rendent compte aussi que le monde change de plus en plus vite, les compétences sont de plus en plus obsolètes, donc on améliore que ce que l'on mesure, donc il faut mesurer et valoriser les compétences. Ils se sont lancés dans un grand chantier pour cartographer l'ensemble des compétences des 700 métiers qui composent l'entreprise. 3 personnes dédiées sur le sujet, à temps plein, pendant 3 ans. Ils ont couvert moins de 50% des 700 métiers, avec 2 constats. Le premier, c'est que les résultats étaient très hétérogènes, suivant la connaissance de la personne sur le métier ou son style de rédaction des compétences. Et le deuxième, c'est que les compétences qui avaient commencé à être cartographiées il y a 3 ans sont obsolètes 3 ans plus tard parce que ça a changé aussi les attendus. Donc ce qu'on a fait autour de ça, c'est qu'on a créé une surcouche IA qui permet de définir pour un métier donné un ensemble de compétences pré-packagées en fait, qu'il n'y a plus qu'à valider. Ce qui est intéressant dedans, c'est que ça fait pas tout, ça fait pas à la place d'eux, mais ça vient aider vraiment en tant qu'assistance. Si tu veux, Lauriane, ça fait 90 ou 95% du chemin, et les 5 derniers pourcents, qui sont le coup de tampon des référents des différents métiers, il y a juste à faire des derniers ajustements de câbles pour dire « Ok, c'est représentatif de notre métier ». Et ça leur a changé la vie parce qu'en quelques mois, on va couvrir les 700 métiers. Là où avant, c'était une très grande frustration dans l'entreprise. J'imagine. Je suis en train de faire la même chose dans mon entreprise. Profil de fonction et puis un jour, les grilles de compétences. Après, ça ne suffit pas d'avoir une cartographie des compétences pour Non. pouvoir bien la gérer. Mais par contre, c'est clair que c'est le point de départ. C'est le point de départ pour la mobilité, c'est le point de départ pour la formation, c'est le point de départ pour les évaluations. Et c'est un énorme boulot à faire et à mettre en place. Et en outil de rétention de Ouais, compétences c'est ça. et de talent, c'est important. J'avais vu votre cas d'usage sur le site et j'étais là, oh, le rêve. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et j'avais pas du tout pensé effectivement à ce type d'application pour de l'IA en entreprise. Et du coup, c'est C'est vrai chouette que la tu seule amènes ce limite, c'est sujet-là. vraiment l'imagination. Un autre Oui. cas d'usage qu'on fait en ce moment, donc là c'est un client, eux ils sont 75 000 dans le monde, dont 10 000 aussi en France. Ils ont une convention interne parce qu'ils n'ont pas pu se rattacher à une convention collective de par leur business. C'est leur contexte. En fait, ils ont une convention interne propre qui vient donner tout un tas de bénéfices aux collaborateurs pour leur quotidien. Sauf que tout ça, c'est structuré dans un extranet, un intranet en l'occurrence chez eux. Et c'est énorme et c'est mis à jour constamment pour s'aligner sur le code du travail, etc. Le constat, c'est cool, mais en fait, toutes les réponses sont disponibles pour n'importe qui. Sauf que dans la pratique, les collaborateurs, ils n'ont pas envie de chercher l'information. Parce que c'est enfoui dans des alinéas 528, etc. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils demandent à l'équipe RH. Il fait voilà, salut, moi c'est Lauriane, je vais être maman de petits jumeaux dans 6 mois. J'ai 7 ans d'ancienneté dans la boîte. Avec l'ancienneté que j'ai, à quoi j'ai le droit en fait? Et ça, c'est le quotidien de l'équipe RH qui répond. Oui, tout à fait. Donc eux, ils sont une bonne quinzaine. Et en fait, sur la quinzaine, ils ont 3 personnes
en cumulé, dédiées à répondre à ces questions des collaborateurs, parce qu'ils en ont des milliers, et certaines plus... Donc j'ai fait un cas simple avec le congé maternité pour les petits jumeaux, mais ça peut être beaucoup plus compliqué dans le cadre... eux ont créé une surcouche qui va venir auditer en temps réel l'intranet pour pré-packager une réponse où il n'y a plus, encore une fois, à faire que le dernier kilomètre. En disant, oui, la réponse est OK. Si c'est une réponse simple, ça s'envoie la réponse directement au collaborateur. Si c'est une réponse plus complexe, c'est sous validation de l'équipe RH, mais il y a une réponse pré-packagée, prête à être envoyée. Top. Il y a une chose qui m'interpelle quand j'entends que tu parles de cet exemple, c'est qu'on disait tantôt, tiens, on peut s'inquiéter de perdre des fonctions. Mais en fait, tout le monde sait que dans les sociétés, les entreprises, on a tous la tête dans le guidon et qu'on se demande où est-ce qu'on peut encore faire l'élastique sur les heures de travail de chacun. Eh bien, dans le cas de figure ici, ce que je vois moi, c'est que ces 3 personnes qui sont dédiées, eh bien, il n'y en aurait plus qu'une qui validerait certains aspects que l'IA pourrait éventuellement répondre en erreur, mais les 2 autres sont libérés pour faire d'autres tâches et alléger les collègues. Et donc, il n'y a pas que le côté « je perds mon job », il y a le côté « on redistribue la charge ». Et ça, je crois que c'est une très belle approche et une très belle mentalité. Et j'entends aussi que tu parles beaucoup d'RH, et donc tu t'es vraiment orienté sur le côté RH pour l'instant. C'est ton focus et ça explique aussi que tu vas venir à cette soirée avec ce sujet. Effectivement, j'ai lancé avec mon associé Ulysse un cabinet il y a 3 ans et demi, dans l'optique de faire bouger les lignes et les codes de la fonction RH, avec la conviction qu'il fallait réinventer et repenser l'approche classique. Ça, avant même l'IA. Oui. On est structuré sur 3 plans. Le premier, pour rendre la fonction RH plus stratégique, avoir plus d'impact au niveau des comités de direction, être plus audible aussi à cette échelle-là, parce que c'est pas toujours le cas et c'est pas encore la norme, et loin de là même par moment. Deuxième point, c'est la RH agile, qui est le monde d'où je viens à la base. Juste avant de lancer ce projet-là, j'accompagnais des entreprises à franchir des paliers de croissance, donc je mettais en place des organisations produits ou des organisations agiles à l'échelle, pour faire en sorte que l'entreprise soit plus performante et aussi flexible dans son modèle, parce que le monde aussi bouge de plus en plus vite, il faut s'adapter. Et le troisième pilier, du coup, c'est celui dont on parlera lors de l'événement du 27 juin, à savoir la RH augmentée. Comment est-ce qu'on tire le plein potentiel d'outils comme l'intelligence artificielle, mais aussi les données, pour démultiplier l'impact de l'équipe RH. Là, il nous a mis l'eau à la bouche, on n'a plus qu'une envie, c'est de venir à la soirée et d'écouter. Et du coup, il n'y a plus qu'à expliquer peut-être un petit peu ce qui est prévu justement lors de l'événement du 27. Ouais. Dis-nous un petit peu ce qui est prévu. On va faire une introduction à ce qu'est l'intelligence artificielle, avec un zoom sur l'intelligence artificielle générative, qui est celle qu'on voit et qui est palpable aujourd'hui. Ensuite, je vous partagerai des cas d'usage, comment ça se matérialise, alors plutôt teinté RH du coup, des cas d'usage très concrets pour toucher du doigt le produit, un petit peu comme ceux que j'ai décrits là. Notamment dans le recrutement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le recrutement autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et après, on va avoir une séance individuelle et collective où chacun va définir pour lui et après se challenger avec d'autres personnes sur « Ok, moi, par rapport à mon quotidien et mon contexte, qu'est-ce que je peux faire en fait ? En partant de tout ça, ok, j'ai compris le potentiel, mais si je ramène ça dans mon quotidien, quels seraient les cas d'usage pertinents qui seraient légitimes, que je devrais développer, sur lesquels je devrais investir de mon temps et de mon énergie ? Et du coup, chacun repartira à la fin avec 3, 4 cas d'usage en se disant ok, j'ai la conviction qu'il faut absolument que je teste sur cette chose-là parce que ça peut changer mon quotidien. Et puis on parlera prompting aussi. On l'a dit. Oui, tout à fait. L'IA sans un bon prompt. Je le mettais en introduction sur l'intelligence artificielle générative, sur c'est quoi le b.a.-ba du prompting pour ne pas faire de post LinkedIn générique comme disait Michel tout à l'heure. Est-ce qu'on a fait le tour des questions pour cette soirée ? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors nous, on a un rituel de clôture. Okay. Tu as une vision qui est propre à ton métier, justement, avec ses spécificités qu'on vient d'expliquer. Qu'est-ce que c'est pour toi un RH ? J'ai la conviction que c'est quelqu'un qui a un impact énorme dans les entreprises, dont on a pris conscience post-Covid et dont on n'a pas encore pris totalement conscience parce que c'est tellement plus que juste une fonction admin ou support, je déteste ce mot. C'est la personne qui a la responsabilité du capital humain et de l'organisation dans l'entreprise. Et c'est un rôle mais qui est ultra clé dans l'entreprise. Enfin, sans ça, rien ne tourne en fait. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'entreprise. Donc pas de RH, pas d'entreprise. Bon résumé de la fonction et descriptif de la fonction. Et maintenant, imagine que tu vas dans une entreprise, on fait appel à tes services, et puis tu rentres dans le bâtiment ou tu vas à un endroit pour rencontrer ton client. Et là, tu as ce qu'on appelle l'effet « waouh ». C'est l'endroit, le truc, le petit détail qui fait la différence et où tu te dis « mais là, franchement, on a envie de venir bosser ici ». Et on y a pensé, c'était volontaire. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'effet « waouh » ? Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait ce genre d'effet « waouh » ? Oui, je l'ai déjà eu. Et c'est quand il y a vraiment un concept d'expérience qui est créé, voire même de parcours. Un parcours qui est créé par rapport à mon contexte. Et là, j'aime bien quand on parle de tranche de vie, par exemple. Je citais mon exemple, jeune papa là de 3 enfants en bas âge, et j'attends, en tant que salarié, j'attendrai une expérience ou un parcours de jeunes parents. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Et comment ça se matérialise par tout un tas de choses, un cadeau, des ballons quand on me retourne, je sais pas, enfin tout un tas de petites choses comme ça qui me font dire ah ouais, c'est vraiment individualisé alors que je suis dans une entreprise qui est très grande. Tu as un message à faire passer à tous les directeurs ressources humaines et les patrons d'entreprise qui nous écoutent ou les décisionnaires. Que leur dirais-tu ?
que la RH, c'est vraiment quelque chose de très stratégique, qui est malheureusement et souvent le parent pauvre, notamment des budgets. On le voit, c'est compliqué de dégager des budgets, il n'y en a jamais de dédiés. Tout le monde acquiesce, t'as vu? Donc, je pense que ça va être une prochaine bataille, c'est comment est-ce qu'on légitimise les budgets pour les RH, parce que j'ai l'impression que c'est toujours la croix et la bannière pour débloquer des choses, alors que quand on l'explique, avec les mots comme on a parlé là aujourd'hui ce soir, ça fait sens en fait, on dit oui, bien sûr qu'il faut le faire. Oui, mais pourquoi il faut se battre pour débloquer des choses comme ça? T'as dit le mot-clé essentiel, du sens au travail, et tout ira mieux. Je te remercie beaucoup pour ton temps de t'être déplacé, pour ta passion qu'on ressent fortement au micro, et moi ça me fait beaucoup de plaisir. J'ai mis sur mon profil LinkedIn chasseur de passion, c'est pas pour rien. Donc merci pour ce partage, merci Lauriane. Merci à toi. Il reste juste à dire qu'effectivement, le prochain événement d'Oumana, ce sera le 27 juin à 18h30 au Cook & Book de Woluwe. Donc c'est bien un événement gratuit, il faut juste s'inscrire à l'avance sur un lien qui sera mis en commentaire. Merci. Merci à toi. Et je vais inviter les auditeurs et auditrices à faire un acte engagé par rapport à nous. Figurez-vous que dans le texte descriptif du podcast se trouvera un lien. Et quand on clique sur ce lien, on arrive à une page de navigateur. Sur cette page de navigateur, il y a un voicemail. On clique sur un bouton, on peut immédiatement parler, ça enregistre. Vous pouvez vous réécouter autant de fois que vous le souhaitez avant de l'envoyer. Et quand vous êtes content du résultat et que vous avez enregistré votre message avec une gratitude, une question, un remerciement, eh bien, vous indiquez votre email, vous faites envoyer, on le reçoit. Et si vous nous dites dans le message qu'on peut partager sur le réseau, vous retrouverez votre voix en commentaire du podcast de Nicolas. Voilà, il pourra réagir de la même méthode. Mille merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures à Cher Meetup et Humana, bien entendu. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.